Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, nous recevons pour un entretien exclusif Camille Hachez, qui est donc candidate aux élections européennes sur la liste de Manon Aubry pour les européennes du 9 juin. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue. Alors Camille, ton ralliement à la liste de l'Union populaire, il a été annoncé le 6 mars 2024, donc il y a bientôt 2 mois. Et à la base, tu viens des écologistes, donc ex-ELV, tu es ancienne secrétaire générale des jeunes écologistes, tu es une ardente défenseuse du programme de la NUPES et tu as participé entre autres à l'écriture du programme des jeunes de la NUPES qui est sorti en septembre 2023. Sur Twitter, tu as écrit donc le 6 mars 2024, « Manon Aubry, je cite, est la seule candidate à avoir soutenu la démarche unitaire des jeunes de la NUPES. Notre ambition était simple, être ensemble, en majuscule, la première force devant la droite et l'extrême droite, le reste de la gauche, en faisant le choix du sectarisme, a montré que ce n'était pas leur priorité. C'est désormais avec l'Union populaire que nous porterons la voix de la NUPES pour gagner. » Fin de citation. Et donc aujourd'hui, candidate sur la liste de LFI à la 19e place, voilà où tu en es aujourd'hui. Ma première question, ce sera d'abord pourquoi en fait tu es partie des écologistes. Est-ce que c'est la trahison de la NUPES ? Est-ce que c'est une campagne que tu as sentie déconnectée de la réalité sociale du pays, avec notamment ce premier meeting Pulsation où tout le monde s'est mis à danser et où l'ultralibéral Gaspard Koenig, qui avait soutenu Emmanuel Macron, avait été venu. Est-ce que d'abord il y a ces raisons-là conjoncturelles qui ont joué sur ton départ des écologistes ? Alors, je pense qu'il n'y a jamais une seule raison à un départ, mais c'est vrai que le non-aboutissement du programme des jeunes de la NUPES en septembre a été, je pense, un peu le moment de bascule, avec également ce qui s'est passé en octobre et les différentes prises de position qu'il y avait pu avoir également au moment, malheureusement, des attaques qu'il y a pu y avoir et du non-soutien immédiat à la Palestine. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a eu ce package-là, mais effectivement, ça a été une progression lente, en tout cas une prise de décision qui s'est faite dans le temps long, parce que pendant 1 an, on a voulu porter ce projet des jeunes de la NUPES. On a fait face à un mur. Le parti Europe Écologie Les Verts a vraiment refusé de nous recevoir, de nous entendre, de pouvoir débattre avec nous du fond de ce programme européen des jeunes de la NUPES. Et pourtant, pour nous, ça a été évident qu'il fallait mener ce travail avec les autres organisations de jeunesse de la NUPES, parce que pour nous, juin 2022, c'est aussi un moment où on prend conscience qu'il faut faire cette NUPES, car c'est le seul moyen de faire un rempart à l'extrême droite. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale, grâce à cette alliance. Et pour nous, il fallait continuer de la faire vivre en vue de la prochaine présidentielle, et on ne pouvait pas juste enjamber cette élection européenne, faire comme si elle n'existait pas. On ne peut pas changer de stratégie à chaque élection. Et pour nous aussi, c'est vrai que juin 2022, c'est aussi un moment où on assume de dire, en tout cas chez les jeunes, que le temps est à la radicalité et qu'on a besoin d'un programme qui assume cette radicalité. Et pour nous, c'était le programme de la NUPES. Et donc, c'était évident qu'il fallait qu'on travaille à un programme commun pour les européennes. C'est pour ça qu'on l'a fait avec les jeunes. Effectivement, tu parles d'un grand événement à Alfortville. Alfortville, oui, ça. Alfortville. Où toutes les organisations de jeunesse ont travaillé ensemble pour organiser ce meeting. On avait reçu à ce moment-là un certain nombre d'élus qui sont venus assister. Et derrière, côté écologiste, oui, c'était juste de l'ignorance, et d'ailleurs plus que n'importe quel autre parti, c'est-à-dire plus que les socialistes, plus que Génération, les communistes, de notre point de vue, les Verts étaient dans un rejet parce qu'ils se pensaient premiers sûrement de la gauche aux européennes. Plus largement, donc, sur ces raisons face au mur qu'il y a eu par rapport au refus du programme de la NUPES, il y a peut-être quelque chose de plus latent dans l'orientation qu'il y a chez les Verts, dans les manifestations pour le climat de 2019, qui avait un peu, je pense, porté le score de Yannick Jadot aux européennes en 2019. Donc il y a souvent ce slogan, tu sais, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Bon. Yannick Jadot, qui était ancien candidat à la présidentielle en 2022, il y avait une interview
en sous-texte, il était interrogé par Philippe Poutou sur cette phrase-là. Et en fait, Yannick Jadot disait « Mais moi, je trouve que c'est très bien le jardinage ». Bon, et là, dans la campagne actuelle, Marie Toussaint, qui est la chef de file du coup des Verts, dit vouloir lutter contre la pauvrofobie d'État. Camille, alors que l'écologie devrait être par essence anticapitaliste et qu'elle devrait être articulée avec les questions sociales, pourquoi ce n'est pas ce que défend ELV? Et qu'est-ce que ces phrases-là disent de l'écologie que défend ELV, qui sûrement ont fait que tu te dis ce n'est plus dans ça que je me reconnais? Alors effectivement, pour en tout cas les porte-paroles qu'on peut avoir, que les écologistes peuvent avoir, il y a cette tendance à vouloir paraître très lisse, très présidentiable, dans l'idée qu'ils s'en font en tout cas d'un président ou d'une présidente. Et du coup, il y a vraiment cette idée... de vouloir plaire aux médias, de ne pas vouloir faire de vagues, d'avoir des propos tels que Yannick Jadot peut les avoir. Et c'est en ça que, effectivement, moi je pense qu'ils n'ont rien compris. Et on revient du coup sur également cette prise de conscience des jeunes, sur ce besoin de radicalité, le fait qu'on ne gagnera pas si on continue de faire ce qu'eux sont en train de faire. Et c'est ça. En fait, pour moi, la campagne de Marie Toussaint, c'est une redite un peu de la campagne de Yannick Jadot pour la présidentielle. Ils essayent de séduire un électorat centre-gauche. Ils ne savent pas trop où se placer, parce qu'en même temps, il y a un espace quand même qui est déjà pris par Glucksmann. Et du coup, ils se cherchent. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, en tant que militant écologiste, quand j'y étais, je ne comprenais pas. Et surtout, par exemple, quand Marie Toussaint, elle fait, c'était aux amphis, donc les universités d'été de LFI cet été, et même au début de sa campagne, elle faisait l'éloge de la douceur. Donc il y a un peu une contradiction, comme tu l'as souligné, entre l'envie, que le besoin de radicalité à une époque où du coup les crises sont on ne peut plus graves, notamment la crise écologique, et cette douceur. Ça, pour le coup, c'est caractéristique, n'est-ce pas, de cette envie de plaire et de dire de faire en sorte que les médias, en tout cas, ne leur tapent pas trop dessus. Et je pense que c'est propre aussi à la sociologie des militants du parti. Ah, des militants aussi. Et des élus. C'est lié du coup. Mais franchement, moi, si j'ai voulu m'engager en politique, c'est parce que j'étais en colère. Je pense que la colère a sa place en politique, parce que si on lui offre des débouchés et un espace dans lequel on peut permettre aux gens de dire investissez-vous et on va changer les choses. Cet éloge de la douceur, moi je ne la comprends pas. Je pense que ce sont des codes un peu bourgeois de dire parlez-moi gentiment. C'est aussi une manière de mépriser son interlocuteur, de dire de ne pas vouloir écouter la colère, en fait. Et finalement, c'est ce que fait Macron aussi, de ne pas vouloir écouter la colère des Françaises et des Français. Pour moi, c'est tout un univers politique qui ne correspond plus aux Françaises et aux Français. Il faut passer à autre chose. Et en fait, quand Marie Toussaint parle de pauvrofobie, en fait, c'est violent. Quand on dit qu'on veut lutter contre la pauvrofobie, c'est-à-dire qu'on préfère lutter sur le fait que les gens aient peur des pauvres, avant de vouloir lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que Marie Toussaint n'avait annoncé aucune mesure pour lutter contre la pauvreté, mais elle voulait lutter contre la pauvrofobie. Voilà, donc en fait, pour moi, ça montre que les écologistes n'ont pas fait le bilan en fait, de leurs échecs électoraux, de leur stratégie de manière générale. Et celle de 2022 notamment. Celle de 2022, mais sûrement peut-être ce qui arrivera aux européennes et sur les élections à venir. Moi, je pense que les écologistes en 2019 ont eu un écho particulier parce qu'il y avait toutes ces marches climat, etc. Mais en fait, je pense que les militants écologistes comprennent que l'écologie ne se fait pas que à Europe Écologie Les Verts et que l'écologie qui porte des combats anticapitalistes se retrouve peut-être plus aujourd'hui à l'Union populaire. Écoute, très belle transition par rapport à ma question. Du coup, te voilà en fait candidate sur la liste de Manon Aubry. En fait, j'allais t'interroger sur, donc, on l'a compris du coup, pourquoi plus Europe Écologie Les Verts,
Et du coup, qu'est-ce qui fait, dans le programme porté par Manon Aubry pour les européennes, etc., différents candidats et candidates qui est sur cette liste, pourquoi tu t'y retrouves précisément? Est-ce que c'est par exemple parce que en fait, le programme porté correspond à ce qu'était le programme de la NUPES et à la fois aussi ce besoin de rupture? Quand il y a eu cette ambition de constituer une liste ouverte sur des militants qui venaient d'autres mouvements, partis politiques de la NUPES, pour moi ça a été évident de me dire je dois en être. Aussi parce que, si vous voulez, ce programme de la NUPES, c'est pas juste un bout de papier, c'est quelque chose sur lequel on a fait élire un certain nombre d'élus de gauche. C'est quelque chose qui, je pense, a marqué les électeurs et électrices de gauche. La NUPES était rentrée dans le quotidien et je pense qu'on ne peut pas juste balayer ça comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est pour ça, en fait, le fait qu'on reprenne ce programme de la NUPES dans le cadre des européennes, ça comptait beaucoup pour moi. Et après, sur le choix de l'Union populaire, pour moi, il y a un choix évident aussi de mettre ses forces là où on a le plus de chances de pouvoir battre le RN, battre les macronistes. Et pour moi, c'est un peu preuve par l'exemple, en fait. Jean-Luc Mélenchon a à plusieurs reprises progressé dans les élections présidentielles. Je pense que, en fait, quand on est de gauche sincère et qu'on veut vraiment appliquer un programme de gauche, eh ben, on se range derrière le candidat qui a le plus de chances de rassembler le plus de monde pour gagner. Et en fait, c'est ça aussi que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas envie de donner mon temps militant à une organisation qui n'a pas de stratégie pour prendre le pouvoir, pour changer la vie des gens et qui peut-être juste est là pour essayer d'entretenir des postes éligibles, de faire en sorte de faire élire 2-3 copains dans les municipalités, dans les régions, etc. J'ai pas envie d'entretenir une coquille vide, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu rejoindre l'Union populaire. Si tu es élu au Parlement européen, ce serait quoi les combats majeurs que tu aimerais porter, du coup, en tant que député, eurodéputé? Moi, je tiens beaucoup au sujet lié à l'alimentation. Je pense que c'est une thématique qui est en fait à la fois écologiste, à la fois très sociale. Ça tient en fait de la santé des gens. Ça relève de notre système agricole et l'Union européenne, une bonne part du budget de l'Union européenne, c'est quand même la PAC, donc la politique agricole commune. Et donc, quelles décisions on prend, quelle agriculture on veut en Europe. Ça relève du pouvoir d'achat aussi. Du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que l'Europe a, par exemple, on parle de pouvoir d'achat, mais l'Europe a aussi un fonds d'aide alimentaire qui permet d'abreuver toutes les banques alimentaires et toutes les associations européennes d'aide alimentaire. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ces questions-là. J'ai travaillé pour une association étudiante qui organisait des distributions alimentaires pour les étudiants. On le sait, on a un sujet énorme sur la pauvreté des jeunes. C'est aussi des combats que j'aimerais mener. Beaucoup de choses, en fait. Très bien. Je reviens sur le côté un peu plus écologique et sur les luttes qu'il y a en cours dans le pays. Il y a un peu plus d'un an, ont eu lieu les événements de Sainte-Soline. Donc, pour rappel, quelques points de résumé. Donc, il y a eu 3200 gendarmes qui ont protégé littéralement un trou dans le sol, donc une méga bassine, qui est un méga projet qui menace le cycle de l'eau. Il y a eu une terrible répression qui a eu lieu, donc plus de 200 blessés. Il y a eu 2 personnes dans le coma et les forces de l'ordre ont tiré littéralement des LBD depuis leur quad, tandis que les autorités ont empêché, du moins ralenti, l'accès des urgences vitales sur le terrain. On a diffusé avec l'Insoumission une courte vidéo de toi sur les réseaux sociaux où tu disais que dans ton fort intérieur, il y avait un avant et un après Sainte-Soline. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Tu pourrais nous raconter comment tu as vécu ces événements et quelles leçons politiques tu en as tirées? Je disais qu'il y avait un avant et un après, et je pense sur plusieurs aspects. Déjà peut-être pour un peu un élément de contexte, donc
moi, j'y étais à ce moment-là avec les jeunes écologistes. On avait voulu participer à cette manifestation en sachant potentiellement une répression, voilà, on savait, hein, on avait des grandes annonces de forces de l'ordre qui seraient déployées, etc. Enfin, on était prévenus quelque part. Mais en même temps, l'organisation prévoyait des cortèges différents, avec des cortèges familiaux notamment, où il n'était pas question d'aller à l'affrontement, etc. Avec les jeunes écologistes, on était dans ce cortège, il y avait des enfants, il y avait des militants plus âgés, peut-être retraités, etc. Et donc on s'est retrouvés, comme tu dis, hein, sur ce champ de bataille, ces grenades qui explosent à chaque seconde, et à chaque explosion, un cri de quelqu'un qui se reçoit des débris, qui a une blessure, etc. J'en parle parce qu'en fait, je pense qu'il faut rappeler ça. Il faut rappeler Comme les manifestations des Gilets jaunes ont produit également beaucoup de mutilés, je pense qu'il faut parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui en France quand on veut manifester pour défendre une cause. On en est là. On a des blessés de guerre. On a des gens qui encore aujourd'hui ont des séquelles. Et donc voilà, nous on arrive un peu dans cet environnement à Sainte-Soline. Et donc cet événement, c'est un avant et un après déjà dans le traitement médiatique de ça. C'est-à-dire qu'on ressort des champs, en fait, concrètement, hein, des champs. On avait très peu d'accès téléphonique, etc. Et donc, on se rend compte qu'en fait, le récit qui est fait de ce qui s'est passé est tout autre que ce que nous, on a vécu. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que, quand même, on parle de ces nombreux blessés, de ces personnes dans le coma, le fait que les secours n'aient pas pu se rendre sur place, qu'il y a eu des entraves à ça, etc. Et en fait, non, pas du tout. Donc, ce premier choc, c'est ça. Alors, tu vas me dire, tu étais un peu naïve, on le sait quand même que les médias sont un peu orientés et tout, mais là, je pense que c'est la première fois que moi, dans une expérience de vie, je le vis vraiment. Je sens une injustice médiatique à ce moment-là. L'autre élément... Les médias aussi qui reprenaient aussi, j'imagine, les éléments de langage du gouvernement, qui parlaient d'éco-terroristes, etc. Enfin, voilà, qui étaient incapables de voir qu'en fait, c'était une mobilisation... large et que peut-être aussi ça, je pense que aussi c'est quelque chose que tu pourrais te dire que ça, au-delà du traitement médiatique, ça témoignait de la criminalisation aggravée des militants écologistes sous l'ère Macron. C'est peut-être ça aussi que tu t'es dit à ce moment-là. C'est pas nouveau. Il y a toujours une... Qui s'est aggravé, c'est pour ça que, mais bien sûr, ce n'est pas oui, on a les ZAD ont souvent été ciblés. Bien sûr. C'est pas nouveau. Mais par contre, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était une mobilisation d'ampleur. Qui était, je disais, grand public aussi. C'était pas une ZAD. C'était pas une ZAD, mais il y avait des familles qui étaient là. Voilà, c'est ça, beaucoup de militants associatifs, de syndicats agricoles, la Confédération était là. Enfin, voilà, c'était un cortège de manifestations hors des villes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit aussi, effectivement, on n'est pas dans les villes, on est au milieu de nulle part. Et ce qui se passe ici, moi j'ai eu un moment sur place où je me dis, là je suis là, peut-être qu'on va avoir des morts devant nous et je ne sais pas comment on gère ça et on est au milieu de nulle part. Et vraiment ce sentiment de désemparement, le fait aussi de recevoir des messages de la part des élus qui sont à ce moment-là à l'autre bout de la bassine et qui nous disent, qui nous préviennent, qui nous disent les secours ne peuvent pas arriver, ils ne veulent pas laisser passer les secours. Et nous, on se dit, mais en fait, ils veulent nous tuer. Enfin, il y a vraiment ça qui m'effleure l'esprit à ce moment-là. Pour moi, c'est aussi la prise de conscience que en 2024, on en est là à produire ce type de répression pour l'eau, pour la gestion de l'eau. Bien commun de l'humanité, enjeu majeur des prochaines années en plus.
Et en fait, on parle quand même d'une appropriation de milliers de mètres cubes d'eau pour un très petit nombre d'agriculteurs, qui sont déjà les agriculteurs qui bénéficient d'une agriculture productiviste, etc. Et donc, on privatise cette eau sur une gestion qui est totalement illogique. C'est prouvé en fait scientifiquement que les bassines ne permettent pas de mieux gérer l'eau, mieux que dans des nappes phréatiques en fait. C'est littéralement un accaparement. Oui, et avec une évaporation, etc. en surface. En fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Et on le fait quand même. Et en fait, moi, ma prise de conscience, c'est de me dire, mais en fait, on en est là en 2024. On sait qu'il y a certains départements qui commencent à avoir des périodes de sécheresse, de ne plus avoir d'eau au robinet, etc. C'est le cas aussi dans les Outre-mer, évidemment, mais en France, dans les Pyrénées. On commence à le constater. Ça va s'empirer. Et en 2024, on réprouve un mouvement qui veut défendre l'eau comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça sera dans 20 ans, dans 30 ans? Et c'est aussi ce choc de me dire que, en fait, les plus riches allaient s'approprier aussi toutes ces ressources au détriment de nous, le plus grand nombre, le peuple. Et c'est pour ça aussi que, moi, à ce moment-là, j'ai pensé au discours de Jean-Luc Mélenchon sur la gestion de l'eau. Je pense que c'est un des hommes politiques qui en parle le plus et le mieux. Ouais, c'est pour le coup celui qui l'a mise en avant en premier, qui avait fait un meeting sur l'eau, qui a dit non, l'eau c'est l'enjeu vital des prochaines années, personne n'en parle, et effectivement, ça avait été assez peu repris, parce qu'en réalité, je pense que les autres politiques s'en fichent, où ils se disent, ah non, mais l'eau, on verra plus tard, alors qu'on ne peut pas voir plus tard. C'est maintenant que ça se joue. C'est ça. Si tu avais, et ce sera ma dernière question, si tu avais un dernier mot peut-être pour conclure cet entretien, et aussi, plus largement, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un militant ou un électeur écologiste, si tu l'avais en face de toi? Qu'est-ce que tu dirais pourquoi il devrait voter plutôt pour la liste de Manon Aubry plutôt que pour celle de Marie Toussaint? En quelques mots. Je pense qu'on a déjà évoqué beaucoup de choses sur le fait que quand on souhaite mettre en place un programme écologiste de rupture, c'est vers la liste de l'Union populaire qu'il faut se tourner. Et j'aurais un message peut-être aux militants d'Europe Écologie Les Verts, des écologistes maintenant. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui restent en se disant on va réussir à changer de l'intérieur, on va réussir à faire entendre une voix de gauche, il faut qu'on soit encore présent pour faire entendre qu'il faudra l'union, etc. Et qu'on réussira à peser sur une ligne politique. Voilà. Je pense que beaucoup de militants dans différentes organisations politiques ont essayé de faire ce genre de choses, mais je pense que Europe Écologie Les Verts a une majorité de personnes qui ne souhaitent pas un programme de rupture. Et donc, je pense que si on a envie de faire peser à gauche, on ne le fait pas dans le parti, mais on le fait avec le parti de gauche qui peut gagner. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire. Et peut-être un dernier message également sur cette décision aussi pour toutes celles et ceux qui portent la voix de la paix. Je pense que tout le monde constate ce qu'on se prend, nous, à l'Union populaire, dans la tête, dans la période. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes aussi qui nous soutiennent sur ces combats, venez, n'ayez pas peur, et on a besoin de faire front, d'être plus nombreux ici. Moi, je suis vraiment fière dans la période d'être sur la liste de l'Union populaire. Je me dis que c'est ici qu'on doit être aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup vraiment pour cet entretien. Voilà, c'est la fin du coup de cet entretien. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux de l'Insoumission. Et bien sûr, on vous invite à retrouver tous nos articles sur l'insoumission.fr. Et bien sûr à partager cet entretien à qui vous voulez. Je souhaite à tous une très bonne journée. Camille, merci beaucoup.